Si on pourrait dire que chaque rupture amoureuse a quelque chose d'un peu traumatisant ou d'un peu difficile, et il faut l'avouer, c'est jamais tellement agréable de quitter quelqu'un ou d'être quitté par quelqu'un, on n'est pas très heureux généralement, et au bout de quelques semaines, on finit par s'en remettre, ou quelques mois. Mais il y a une grosse différence entre passer par des étapes normales de rupture amoureuse, quelque chose que tout le monde va connaître, versus quelque chose qui est bien plus intense, bien plus profond, qui sera de quitter une personne qui est perverse narcissique. On va ressentir un traumatisme gigantesque, un peu comme si on s'était fait agresser. Et j'ai trouvé une étude que je trouve magnifique, qui décrit les étapes par lesquelles on passe pour se remettre de ça. Et si jamais on les regarde, on peut savoir exactement où on est dans le processus de retrouver de la paix intérieure. Alors, ça se passe comme ça. Je vais vous donner des étapes de manière chronologique. Celles du début, je pourrais dire qu'on les retrouve dans quasiment chaque rupture amoureuse, c'est normal, c'est classique. Et puis plus on va avancer dans les étapes, plus ce sera le signe que le traumatisme a été profond et gros et ancré en nous. On va parler aujourd'hui de stress post-traumatique. On parlera aussi de traumatisme de type 2. C'est pas un traumatisme classique qu'on pourra avoir suite à une rupture, on est dans quelque chose qui est bien plus profond, bien plus ancré. Je fais cette vidéo parce que déjà je me suis reconnu, moi dans ces étapes, je suis passé par ça, et aussi parce que on peut se dire parfois qu'on n'en sortira jamais. Ça ne finira jamais. On aura toujours ces ruminations, ces pensées intrusives, ce même stress. Alors qu'en réalité, on avance dans ces étapes. Et je pense que si vous regardez en détail cette vidéo, vous saurez positionner exactement l'endroit où vous en êtes aujourd'hui, mais également positionner quelle était l'ampleur du traumatisme que vous avez subi. Donc c'est chronologique, on démarre au tout début, et après ça on voit jusqu'où vous arrivez, quel est, pas un score, mais en tout cas, où est-ce que vous vous situez là-dedans. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, c'est comme ça que cette chaîne fonctionne. Abonnez-vous, mettez un like, c'est comme ça que mes vidéos ont plus de portée, sont vues par plus de monde et que ces conseils peuvent aider un maximum de personnes. Il y a aussi un lien en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est vraiment perverse narcissique ou pas ?» C'est un petit quiz avec un bilan gratuit à la fin que vous pouvez consulter. Alors, on va commencer par le tout premier symptôme qui est facilement observable, c'est que les symptômes physiques sont réduits. Ça, c'est la toute première étape dans la résolution, dans le fait d'aller mieux suite à cet épisode traumatique. Par exemple, tu arrives enfin à t'endormir sans être perturbé. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, j'ai des souvenirs, si je me souviens de ces événements, de nuits qui étaient soit sans aucun sommeil, soit de dormir tout le temps, soit de faire des cauchemars. Et ça a été un vrai combat que d'arriver avec le temps à retrouver un vrai sommeil. On peut aussi, suite à ce genre de relation, se retrouver être sensible dans les 5 sens. L'ouïe, la vue, le toucher, il y a plein de choses qui peuvent faire que notre corps réagit beaucoup plus aux événements extérieurs. On a été traumatisé, on a eu un choc, tout le corps est en hypervigilance, il est en défense. Et tout d'un coup, on ressent que ça va mieux. Quelqu'un peut te toucher le bras, il n'y a pas de souci, tu entends les sons moins forts, tu as moins l'impression que le monde extérieur t'agresse. Tu as aussi moins de douleurs physiques. Tu peux avoir par exemple des tensions dans la mâchoire ou dans les muscles, tu peux avoir des crampes, mal au dos ou alors encore un maux de tête. Et tu as aussi moins d'événements qui vont venir déclencher ces souvenirs intrusifs. Tu vis peut-être des moments où par exemple tu entends un mot, une phrase qui ressemble à peu près au nom de cette personne à laquelle tu penses et rien que l'évocation de la ville dans laquelle il habite, de son prénom, ou même tu revois un restaurant où vous avez été, tout ceci va venir te déclencher des choses, des symptômes physiques à chaque fois. Et là, tu sens que ça commence à s'apaiser. Tu peux passer à côté de chez lui, ça commence à aller un petit peu mieux, ça devient supportable, on peut t'en parler, et même si c'est pas très agréable, ça va, tu peux écouter la discussion jusqu'au bout. La deuxième étape, c'est lorsque on se rappelle de ce traumatisme, on arrive à supporter les émotions. Alors, encore une fois, je ne dis pas que c'est agréable, mais tu as forcément des groupes d'amis en commun qui vont t'en parler. Il y a forcément tous les réseaux sociaux. Quand on a partagé la vie de quelqu'un pendant assez longtemps, on a obligatoirement tout un tas de choses qui vont nous ramener à cette personne. Peut-être même un copain que tu n'as pas vu depuis des années qui dit alors comment ça se passe avec un tel. Bah oui, mais je ne suis plus avec lui. Et là où dans le temps, la simple évocation de son prénom te crée une réaction épidermique, là ça commence à aller beaucoup mieux. Tu arrives à te rappeler de ce qui s'est passé et des événements sans pour autant que ça te mette dans une forme de chaos interne où tu te sens mal. La troisième étape, alors
arrête-toi vraiment pour savoir là où tu en es aujourd'hui. La troisième étape, c'est que tu as le choix d'y penser ou de ne pas y penser. Et si tu te souviens du tout début, quand tu es sorti de ça, tes pensées étaient tellement intrusives en toi que tu étais comme assommé par ça. Tu n'étais pas dans le contrôle de ce qui t'arrivait. Tu avais juste ces pensées, des rappels de tous les événements que tu avais vécus. On parle de ruminations qui vont rejouer les mêmes scènes, ou encore de ruminations imaginaires. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas venir inventer des phrases que tu aurais pu dire et le comportement que l'autre aurait pu avoir. Ou tu te dis, si je n'avais pas rencontré cette personne, et ça te prend, ça t'agresse dans ta tête et tu n'as pas le choix, tu subis ça. Et puis à un moment donné, tu peux décider de soit y penser, soit te dire, je n'ai pas le temps d'y penser aujourd'hui, j'y penserai un peu plus tard, parce que là j'ai des choses à faire aujourd'hui. Le quatrième point, c'est d'arriver à se souvenir des détails. Avant, c'était juste une espèce d'émotion confuse, de douleur confuse générale, comme s'il y avait une espèce de grand paquet, un grand lot de plein de choses qui faisaient mal. Et tu n'aurais pas pu décerner les détails de ce qui s'était réellement passé. Et là, tout à coup, tu arrives à ressortir des détails de choses que tu as dites. Ça peut être éventuellement même des choses qui sont positives, qui sont passées avec cette personne. On pense souvent au négatif et au traumatisme, mais il y a aussi des choses positives, des choses que tu as apprises là-dedans, et des choses qui ont été atroces au passage, mais tu arrives à faire la distinction. C'est pas tout dans un même bloc, dans un même lot, tu arrives à dissocier les choses et à te rappeler de moments précis, de choses qui se sont bien passées et de choses qui se sont mal passées. Le cinquième point, c'est d'arriver à créer un système cohérent de pensée sur ce qui s'est passé, sur ce qui est réellement arrivé. Avant, tu avais peut-être des pensées comme par exemple des événements qui étaient distordus, c'est-à-dire des choses qui sont passées qui étaient ressenties comme beaucoup plus grosses que ce qu'elles sont réellement arrivées, ou au contraire des choses minimes qui prennent de l'importance, ou des choses grosses qui prennent peu d'importance. Peut-être que tu dis aussi, tout ça c'est de ma faute, j'ai été faible, tout le monde s'en fichait de ma vie, personne n'en avait rien à faire, on m'a juste utilisé, arnaqué, exploité. Et puis après, tu arrives à faire le tri entre ce qui était important et ce qui ne l'était pas. Tiens, telle scène, tel moment au restaurant, c'était pas si important que ça de s'en rappeler, et d'autres scènes un peu plus. Tu arrives à mettre une forme de pondération sur les événements qui se sont passés, et tu arrives même à comprendre le détail de l'implication de chacune des personnes dans ce contexte-là. Encore une fois, tu as peut-être probablement tout mis dans le même lot, toutes les personnes qui étaient liées à cet événement au même endroit, peut-être même y compris vos amis en commun. Vous dire, allez, tout ça, je le dégage d'un grand bloc, et tout d'un coup, tu arrives à faire le tri. Tiens, lui, t'es pas si mauvais que ça. C'était un ami qui était plutôt sympa, qui avait finalement rien à voir avec ça. Le sixième point, c'est d'avoir moins de honte. On alterne souvent entre deux postures. La honte de soi-même, j'ai honte d'avoir dit oui, d'avoir accepté, d'avoir laissé entrer cette personne chez moi, d'avoir voulu cette relation, d'avoir donné autant à cette personne, de ne pas avoir vu ce qui se tramait. Et ce qui va très souvent avec le fait de s'auto-flageller, c'est le fait de détester l'autre. Alternativement, je me déteste moi et je déteste l'autre. Et puis tout d'un coup, tu as un changement dans ton regard. Tu as moins honte de toi-même, de ce qui s'est passé. Tu trouves que tu as réagi de la bonne manière par rapport à ce que tu connaissais et par rapport à la situation. En fait, à l'époque, quand ça s'est passé, tu n'aurais pas pu agir différemment. Et tu respectes ça aujourd'hui. Tu finis par devenir aussi plus authentique. Tu as une meilleure critique interne sur ta propre personne. Tu arrives à faire la part des choses aujourd'hui. Tu arrives aussi à mieux parler de toi. Et là où tu étais dans une forme de jugement de ce qui s'est passé, c'est atroce, c'est malsain, c'est sale, etc., tu arrives aujourd'hui à être curieux de pourquoi ça s'est passé comme ça. En société, tu as aussi fait tomber ce masque. Alors, il peut y avoir le masque de la personne qui reste heureuse alors que c'est catastrophique dans sa vie, ou encore le masque de la victime, ça va mal, et tu cherches de l'aide de la part des autres. Là aujourd'hui, ce masque il est tombé, et au passage, tu sais maintenant demander de l'aide. Généralement, lorsqu'on est honteux de ce qui se passe, on ne sait pas demander de l'aide, on n'ose pas demander de l'aide, on a trop honte de nous-mêmes. Et puis après ça, avec le temps, on va savoir aller chercher les bons experts, les bons spécialistes, aller vers les bonnes personnes. Ça peut être aussi beaucoup plus confus, comme lorsqu'on vit ce genre de choses, on demande de l'aide à tout le monde autour de nous, de manière générale, en étant très victime de ce qui s'est passé. Et on ne se rend pas compte que certaines personnes peuvent nous aider, d'autres au contraire ne pourront pas nous aider. Si tu vas dans le bar du coin demander de l'aide à des gens qui boivent du pastis à 8 heures le matin, que tu racontes ta vie atroce, c'est pas les bonnes personnes pour ça. Donc tu peux passer soit d'un mode où tu ne disais absolument rien parce que tu avais trop honte d'en parler, soit
tu passes d'un autre mode où t'en parlais trop à tout le monde sans faire le tri. Là, aujourd'hui, tu sais gérer tes émotions et poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Ou encore te documenter en achetant les bons livres, en parlant au bon coach, au bon thérapeute, au bon psychiatre. Le 7e point, c'est de savoir dire non. Mieux savoir ce qu'on est, mieux savoir ce qu'on veut, et surtout mieux savoir ce qu'on ne veut plus aujourd'hui. Par exemple, si jamais tu as ta mère au téléphone et qu'elle elle te dénigre, elle te rabaisse, tu sais dire non maman, je ne veux pas ça aujourd'hui. Non, on en parlera plus tard. Tu sais juste dire non gentiment, repousser des choses qui peuvent être désagréables pour toi, pour te protéger. Et savoir dire non nécessite de la force. Et lorsqu'on est passé par l'expérience de vivre avec une personne qui est perverse narcissique, on n'a pas eu cette force, on n'a plus eu cette force. Et là, aujourd'hui, c'est arriver à retrouver cette force, savoir dire non, et aussi, au passage, savoir dire oui quand ça va dans le bon sens. Après, il y a savoir enfin prendre soin de soi, soi-même. C'est-à-dire, si jamais tu as besoin de ralentir parce que tu es fatigué, tu sais dire stop. Tu sais aller te poser dans un coin, bouquiner, prendre ton week-end pour toi, tranquillement tout seul. Tu sais enfin prendre du temps pour toi. Tu peux par exemple le soir te cuisiner ton meilleur plat juste pour toi. Ou alors un samedi matin ou dimanche matin, te faire beau, sachant que tu verras personne, te faire beau juste pour toi-même. J'ai un ami qui parlait de mettre un apron sur la table. Il disait que lorsqu'on se faisait à manger, il fallait être la personne la plus importante du moment. Mettre un joli napperon juste pour soi, mettre une jolie chemise, une jolie robe, se faire beau, belle, même mettre une petite bougie sur cette table, mais juste pour soi. Savoir cultiver son propre bonheur sans avoir besoin que ce soit l'autre qui le fasse pour nous. Il n'y a plus non plus d'empressement à se décider. Quelqu'un essaie de te séduire, tu vas prendre ton temps, tu vas réfléchir. Est-ce que tu es la bonne personne ou pas? J'en sais rien. On verra, je prendrai mon temps pour ça. Tu es un peu plus observateur et moins acteur. Et ça, souvent, ça vient du fait qu'on diminue notre dépendance affective vis-à-vis de l'autre. On a moins besoin du regard de l'autre. On observe la société, on regarde comment est-ce que les gens se comportent, ce qu'ils disent. Et on sait que c'est dans le temps qu'on découvrira si ce sont des bonnes personnes ou pas. On continue sur ce sujet avec moins de dépendance, comme on en parlait à l'instant. Un enfant est dépendant de ses parents pour vivre. Un enfant ne pourrait pas vivre seul. Un nourrisson ne tenait pas quelques heures si ses parents n'étaient pas là. Et on dit que c'est arrivé à l'âge adulte, à ses 18 ans, qu'on devient enfin autonome. Et un adulte, techniquement, n'a pas besoin de la reconnaissance de l'autre. Tu pourrais vivre demain, si on te disait que tu étais une mauvaise personne ou une bonne personne, tu pourrais n'avoir rien à faire. Juste savoir toi-même ta propre valeur. Je sais ce que je vaux, et quoi qu'on me dise, je connaîtrai ma valeur. Alors, techniquement, c'est vrai. Dans les faits, on a tous besoin d'avoir un peu de reconnaissance de la part de la société, mais c'est savoir mettre enfin le curseur au bon endroit. J'ai beaucoup moins besoin qu'avant qu'on me donne ma valeur. Je sais beaucoup plus ce que je veux. Et je sais aussi être seul. Je peux rester quelques heures, quelques jours, peut-être même quelques mois seul. Je n'ai plus autant besoin de l'autre alors que c'était le cas avant. Et je sais aussi ne pas rester dans une relation malsaine parce que dans tous les cas, je deviens la personne la plus intéressante et importante de ma vie. Je sais aussi voir aujourd'hui si les autres sont là juste par intérêt, pour me soutirer de l'argent, du temps, de la gentillesse, des services, ou si c'est vraiment une vraie connexion amicale, amoureuse, saine. J'ai aujourd'hui la force mentale, la force physique, la force financière même, d'être autonome. Je peux me tenir droit. Dans cette étape 9, ça, je sais enfin le faire aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de l'autre. Je sais me gérer. Oui, certes, l'amour peut m'apporter un plus dans ma vie, mais je sais très bien me gérer seul. La 10e étape, c'est s'ouvrir à de nouvelles personnes saines. Quand on a été traumatisé, victime d'une relation abusive, on a tendance à se refermer. Encore une fois, on fait cette espèce de grand micmac, de grand paquet. On met tout le monde dans la même zone. Toutes les femmes sont comme ça, toxiques, perverses narcissiques, sont des monstres. Tous les hommes sont atroces. Plus jamais je parlerai à un homme, je n'en veux plus dans ma vie. Puis on finit par faire le détail, on voit mieux la granularité de chacun. Il y a des hommes géniaux, des femmes géniales, il y a aussi des hommes manipulateurs, des femmes manipulatrices. Mais là aujourd'hui, je sais dans l'étape 10 m'ouvrir à des personnes saines. Je sais faire un tri là-dedans. Je n'ai plus peur de l'autre. Je sais faire la différence entre les bons et les mauvais dans ma vie. 11e point, j'ai de l'honnêteté vis-à-vis de moi-même aujourd'hui. Je sais faire mon diagnostic. Je sais comment s'appelait
mon profil psychologique avant, je connais mon profil psychologique aujourd'hui. Je sais mettre des mots dessus. Je sais par exemple que j'étais dépendant affectif. Je sais que j'étais attachement anxieux ou évitant. Je sais que j'avais besoin de reconnaissance, qu'importe ce que ce soit. Mais il y a une forme d'honnêteté sur le diagnostic et aussi sur la résolution. Je sais que si je veux changer, je dois passer par tel type d'étape par la suite. Je ne suis plus en train de minimiser les choses ou mon état ou mon diagnostic d'avant, ni en train de minimiser la résolution. Je ne suis pas non plus en train d'augmenter ou de maximiser tout ce qui se passe. Non, j'ai une vision lucide sur mon état précédent, sur mon état d'aujourd'hui. Je sais exactement pourquoi est-ce que cette situation ne m'arrivera plus aujourd'hui. Je ne suis plus dans le déni, je ne suis plus non plus dans le fantasme, ni même dans l'évitement. J'ai l'honnêteté de savoir pourquoi est-ce que je suis à l'époque rentré dans ce type de relation et pourquoi est-ce que je ne serai plus dedans demain. Je sais aussi sur quel point je dois travailler pour avancer dessus. 12e point, on va revenir sur l'autonomie de manière un petit peu différente à cette étape-là. C'est je ne suis plus dans la mentalité d'une victime. Attention qu'on se mette d'accord, quand on vit quelque chose d'atroce, qu'on s'est fait persécuter, il est normal de ressentir ça et d'être une victime au sens propre. Mais des années après ou des mois après, je ne suis plus là-dedans. Je sais que j'ai été victime. Je ne le suis plus aujourd'hui. Je prends aujourd'hui mes responsabilités et je reconnais la responsabilité des autres. Je sais pourquoi est-ce que je suis tombé dedans, je sais quelles erreurs j'ai faites, je sais aussi la responsabilité de mon agresseur. Je parle vraiment d'une agression de la part du pervers narcissique. Je sais quelle est sa responsabilité aujourd'hui et je sais la limiter. Je sais qu'il a eu telle responsabilité là-dedans et je connais les miennes dedans aussi. Je suis autonome, je ne me plains plus au quotidien. J'ai réussi à mettre ça derrière moi, j'ai avancé. Et je découvre mes passions, mes talents. Je prends beaucoup plus soin de moi aujourd'hui. Je sais ce que je vaux, je sais comment est-ce que je peux grandir et comment est-ce que je peux m'épanouir. 13e point, je sais réguler mes émotions. Ce qui déclenchait mes ruminations à l'époque n'existe plus aujourd'hui. Ça ne déclenche plus rien. Et le temps fait toujours son œuvre là-dedans. Aussi traumatisé que tu sois encore aujourd'hui, autant de déclencheurs qui peuvent te faire démarrer des choses, tu serais surpris de voir que dans quelques mois, dans quelques années, ce stress, ces émotions sont remplacées par du rien. Tu peux même croiser cette personne et c'est juste un humain sur Terre. Même si tu as eu 5 enfants avec lui, c'est un humain sur Terre. Comme ta boulangère, un passant, un piéton. Tu ressens du rien. Ni haine, ni bonheur. T'as rien. Tu sais aussi mettre en place au quotidien une discipline pour avoir une vie plus heureuse. De la persévérance pour faire des efforts, pour faire du sport, pour prendre soin de toi. Tu sais être focus sur tous tes besoins. Amour, sécurité, santé. Tu sais aussi repérer tes propres mensonges ou ceux que tu t'es racontés à l'époque. Il faut une sacrée maturité pour ça. Se dire oui, à l'époque, je me mentais à moi-même quand je pensais ça. C'était faux. Et aujourd'hui, je sais les déceler, je sais pourquoi j'avais tort, pourquoi j'ai un peu plus raison aujourd'hui. 14e point, c'est le calme. Tu n'as plus besoin de drame dans ta vie, tu as moins besoin de distraction, tu as moins besoin de regard externe, de sortir pour qu'on t'admire, pour qu'on te dise que tu es génial ou pas. Tu as moins besoin de l'autre de manière générale. Tu arrives à beaucoup plus compléter tes propres besoins. Ça ne veut pas dire vivre tout seul chez soi sans voir personne. Ça veut juste dire que tu as pris beaucoup plus d'importance dans ta vie que ce n'était le cas précédemment. Tu as des moments pour toi aussi. Et puis le 15e point qui est le dernier, c'est l'espoir. Tu réalises que tu as une belle vie et qu'il y a un futur génial qui t'attend. Voilà mes amis, j'ai hâte de lire à quelle étape vous êtes dans ce spectre, dans cet ordre chronologique. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.